C'était un projet fou, le plus secret du régime nazi, le projet Lebensborn, ou Fontaine Vie. Donner naissance à des enfants parfaits aux yeux des nazis, de petits Ariens, grands blonds aux yeux bleus, des représentants de la race supérieure fantasmée par Hitler. En 1935, c'est Heinrich Himmler, le chef de la SS, qui lance ce programme et met en place un réseau de pouponnières en Allemagne, en Autriche, en Norvège, mais aussi en France. Des femmes enceintes d'un membre de la SS ou des filles mères sans ressources pouvaient se rendre dans ces centres pour y vivre les derniers mois de leur grossesse et accoucher anonymement. Mais toutes devaient passer des examens pseudo-scientifiques, prouvant qu'elles correspondaient aux critères de pureté raciale définis par le régime. Le projet Lebensborn a été stoppé net, heureusement, par la libération et la chute du Troisième Reich, mais en 10 ans, quelques 20 000 bébés sont nés dans ces maternités nazies. En mars 1948, à l'issue du 8e procès de Nuremberg, les 4 dirigeants du projet Lebensborn, inculpés de crimes contre l'humanité, ont plaidé non coupables. Ils ont affirmé qu'ils dirigeaient une organisation caritative aidant des mères en difficulté à accoucher. Ils furent condamnés, mais seulement pour leur appartenance à la SS. Quant aux enfants du Lebensborn, la plupart n'ont découvert leur véritable origine que bien plus tard, parfois même il y a quelques années seulement, alors qu'ils sont tous octogénaires. À ce jour, ils constituent la dernière catégorie de victimes du nazisme à n'avoir fait l'objet d'aucune reconnaissance officielle. Puis retour en Allemagne, Autriche et France, Lebensborn, la fabrique des Ariens. C'est un reportage signé Anne Maillet. Dirk Kessler a occulté son histoire familiale et les circonstances de sa naissance en 1944 pendant des décennies. C'est la première fois qu'il se rend à la réunion annuelle des enfants nés dans un Lebensborn, ces maternités nazies où des femmes, enceintes d'un membre de la SS, se rendaient pour accoucher, loin de la guerre et des bombes qui s'abattaient sur l'Allemagne. Avec ma naissance, les objectifs du Lebensborn étaient atteints. Paragraphe 2. L'association à des fins d'utilité publique et de bienfaisance a pour objectif A. de soutenir les familles racialement et génétiquement pures et B. d'accompagner les futures mères racialement et génétiquement pures. Dirk Kessler a recueilli et enregistré les confidences de sa mère avant son décès. Il en a tiré un livre qui revient sur les mensonges et la honte qui ont entouré son enfance, mais il commence à peine à lever le secret autour de ses origines. Jusqu'à son adolescence, sa mère lui a fait croire que son père était un sous-officier mort sur le front occidental, mais son vrai géniteur était en réalité un membre de la SS, cadre de l'institution du Lebensborn. Elle-même était secrétaire au sein de l'organisation que seuls les détenteurs d'un certificat d'arianité pouvaient intégrer. Ce document était nécessaire pour intégrer la SS ou pour toute autre fonction de l'administration. Il permettait de prouver qu'il n'y avait eu aucune personne juive dans votre famille et parmi vos ancêtres après 1785. Dirk Kessler, le fruit de cette relation illégitime, a réalisé très tard que sa naissance dans une maternité Lebensborn n'avait rien d'anodin et que son père avait activement adhéré à l'idéologie nazie. Son rôle exact dans ces maternités reste encore inconnu. Seule certitude, l'objectif était de donner naissance à des enfants parfaits aux yeux des nazis. Sans la SS, on peut le dire de manière très lucide, je n'existerais pas. Je n'existerais tout simplement pas. Même si le Lebensborn n'a jamais été un phénomène de masse, la vision du monde qui sous-tend ce projet était absolument cruciale pour l'idéologie nationale-socialiste. Il s'agissait pour eux de faire du peuple allemand un peuple racialement pur, selon leurs critères. Les premières pouponnières, comme celle de Wernigerode, ont ouvert leurs portes dès 1936. La SS, l'une des principales organisations du régime nazi, rêvait d'un troisième Reich peuplé de 120 millions de Germains.
Ses membres étaient encouragés à multiplier les relations extra-conjugales. Une politique nataliste visant surtout à assurer la continuité du régime, selon Georg Lilienthal, spécialiste de la médecine nazie et auteur d'un livre de référence sur le Lebensborn. Himmler voulait faire baisser le taux d'avortement. Les nazis voulaient conquérir l'Europe et le monde. Et pour cela, il leur fallait des gens, du matériel humain, comme il disait. Mais le taux de natalité parmi les femmes mariées en Allemagne était complètement insuffisant. Donc ils ont commencé à se demander comment ils pouvaient produire des enfants pour ensuite les recruter. Et n'oublions pas les pertes humaines de la guerre. La guerre coûtait la vie à énormément de gens, et bien sûr aussi à de nombreux soldats, et donc des hommes qui faisaient défaut au régime. Comme Dirk Kessler, plus de 20 000 enfants sont nés dans ces nurseries nazies. Jusqu'en 1945, plus d'une vingtaine de maternités Lebensborn ont vu le jour en Allemagne, mais aussi dans les territoires occupés, en Norvège, aux Pays-Bas, en Belgique, en France ou encore en Autriche. Des lieux tenus secrets comme la maternité Lebensborn de Feichtenbach, nichée dans le massif des Alpes autrichiennes, où plus d'1 millier de femmes venues de toute l'Europe ont donné naissance. Il y a 4 ans, une équipe de chercheurs s'est penchée pour la première fois sur ce volet de la politique eugéniste nazie en Autriche. Nadjda Stoffers et ses collègues ont interrogé des dizaines de personnes comme Helga, l'enfant illégitime d'une adolescente âgée de 17 ans, tombée amoureuse de son chef, un policier de 15 ans, son aîné. Quand ma mère a découvert qu'elle était enceinte à la suite de cette relation interdite, elle a beaucoup souffert et elle a été mise au banc de la société. Alors pour elle, l'admission dans un Lebensborn, c'était une aubaine. Sa mère, décédée depuis, a conservé religieusement tous les documents liés à sa maternité, comme le guide du Lebensborn, ou encore une photo de la cérémonie qui faisait office de baptême pour les nazis. C'était le moment où la Société nationale socialiste accueillait officiellement un nouveau-né. La marraine et la mère devaient répéter « Je m'engage à élever mon enfant dans l'idéologie nationale-socialiste ». Si le degré d'adhésion des mères au programme du Lebensborn reste bien souvent impossible à déterminer, ces femmes devaient toutefois se plier à un processus de sélection exhaustif. Nadjda Stoffers et l'équipe de l'Institut de recherche Ludwig Boltzmann ont recueilli de nombreux documents, parmi lesquels des formulaires de recrutement destinés à évaluer leur pureté raciale. Il y a ensuite les questions sur l'apparence raciale de la mère. Là, en l'occurrence, il est noté « corpulence rigoureuse », type nordique. On voit bien la typification des individus selon l'idéologie du national-socialisme. Alors que les SS organisaient l'extermination des Juifs d'Europe, ils sélectionnaient également la future élite du régime. Pour Nadjda Stoffers, les deux faces d'une même médaille. D'un côté, il y avait la stérilisation forcée et d'autres mesures visant l'extermination de tous ceux que cette idéologie considérait comme n'étant pas souhaitables. Et de l'autre, des programmes de soutien pour certaines mères et l'organisation du Lebensborn pour les groupes de population considérés comme souhaitables. L'un ne va pas sans l'autre. Nous savons par ailleurs qu'au moins 3 enfants nés dans ce Lebensborn, mais qui ne correspondaient pas à ces critères, ont été euthanasiés. La majorité des femmes enrôlées dans le programme du Lebensborn ont gardé le silence après la guerre, mais certaines ne s'en sont jamais remises. Dans son roman graphique, l'illustratrice Isabelle Maroger retrace l'histoire de sa grand-mère norvégienne, Gerda,
tombée amoureuse d'un soldat du Troisième Reich et de sa mère, née dans un Lebensborn. Je raconte comment on a découvert que ma mère est née dans ce lieu-là. Et nous, on a toujours su qu'elle était norvégienne, adoptée, arrivée à l'âge de 2 ans en France. Mais tout le reste, c'était un grand secret. Ce n'est qu'après l'accouchement que sa grand-mère comprend qu'elle a été utilisée par ce soldat. Elle s'enfuit alors avec l'aide de sa famille et décide de confier cet enfant à l'adoption dans le sud de la France. Ma mère, je la vois clairement comme une victime de ma grand-mère, surtout. D'avoir été utilisée comme un ventre, comme son statut de femme génitrice. Victime, un mot qui résonne aussi en Franck Gérard. Il a lu la BD d'Isabelle Marogé et y découvre des similitudes avec le destin de sa propre grand-mère. Je ne l'ai jamais vue esquisser un sourire, si ce n'est ce que je disais tout à l'heure, la veille de sa mort. Elle savait qu'elle partait et elle m'a fait le premier sourire de sa vie. On peut comprendre toutes les souffrances qu'il y a derrière, toutes les atrocités que ces gens-là ont pu, que ces femmes ont pu subir. Comme la mère d'Isabelle Marogé, plus de 10 000 enfants seraient nés dans les pouponnières du Lebensborn en Norvège, le pays considéré par les nazis comme le berceau de la race nordique et supérieure. Gerda s'en voudra toute sa vie, mais ce n'est que dans les années 2000 que la famille Marogé découvre la vérité sur ses origines et sur le sort de cette grand-mère norvégienne qui a sombré dans la dépression. Et il y a quand même eu encore 59 naissances, c'est-à-dire qu'ils y ont cru quand même jusqu'au bout, quoi. Jusqu'en mai 1945, il était encore actif, le Lebensborn norvégien. Et du coup, je trouve que c'est important de parler aussi de cette histoire, de se rendre compte à quel point la folie nazie est allée loin, à quel point on n'est pas du tout libéré de ces dangers-là, de ces propos-là aujourd'hui, ces résonances, on les voit. 80 ans après la fin de la guerre, le voile se lève peu à peu sur le sort de ces enfants nés au cœur du dispositif national-socialiste dont certains ont grandi en France. Une dizaine d'entre eux abandonnés dans les maternités du Lebensborn à la fin de la guerre ont été retrouvés en Bavière puis conduits à Commercy dans la Meuse pour y être adoptés. La commune et l'Office national des combattants et des victimes de guerre leur consacrent désormais une journée mémorielle. Cette année, Isabelle Marogé et Dirk Kessler ont été invités par le lycée municipal pour partager leur histoire, mais aussi pour découvrir celle de Gisèle Nyang'o, née dans un Lebensborn en Belgique. Ah ouais, c'est où? Gisèle fait partie des enfants adoptés en France. Son parcours a inspiré une pièce de théâtre. Vous êtes vraiment frères et sœurs? C'est une façon de parler. Disons qu'on vient du même genre d'endroit. C'est-à-dire? Dans Lebensborn. Je trouve cette journée surprenante de joie, même si l'histoire est triste, mais au moins des jeunes s'intéressent à cette histoire qui a été occultée pendant des années et des années. Et puis que ça intéresse, on a l'impression que ça intéresse beaucoup. Ce jour-là, les enfants et petits-enfants du Lebensborn nés aux 4 coins de l'Europe participent ensemble à l'hommage rendu aux orphelins de Commercy. Certains n'ont peut-être jamais découvert la vérité sur leurs origines. 20 à 25 000 enfants sont nés dans ces fabriques à travers toute l'Europe. Les victimes de ce drame sont innombrables. Et cette politique eugéniste dite de fontaine de vie aura encore des répercussions dans les années futures. Les responsables du Lebensborn n'ont jamais été condamnés par les tribunaux des Alliés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. En Allemagne, ces enfants, comme Dirk Kessler, sont aujourd'hui considérés comme de simples dommages de guerre. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire. Seule la Norvège a reconnu tardivement le statut de victime aux enfants nés dans une maternité nazie. Mais la France pourrait être la prochaine. Un projet de loi est en cours d'élaboration. Il est porté par le sénateur de la Meuse, Franck Menonville. Je trouve que c'est absolument essentiel et puis ça permet de tenter de se prémunir parce que malheureusement on le voit à quelques milliers de kilomètres de chez nous, les enfants ukrainiens sont enlevés à leur territoire pour être russisés et c'est une autre forme
mais malheureusement cousine de cette tragédie. Une reconnaissance tardive, mais plus que jamais d'actualité, alors que des enfants en Europe sont à nouveau les victimes d'un régime devenu sans limite. Selon les autorités ukrainiennes, près de 20 000 enfants ont été déportés hors d'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Alors si les enfants du Lebensborn témoignent aujourd'hui, c'est aussi pour eux. Mais on est tous responsables de ce devoir de mémoire par rapport à tout ce qui se passe. Plus jamais ces choses se reproduisent et ça se reproduit. Comme on en parle en Ukraine, ça, bien sûr. Ces enfants sont russifiés. C'est exactement la même idée que les nazis à l'époque. Car avec la guerre que la Russie a elle-même déclenchée, des milliers de gens et des milliers de soldats meurent. Comme les nazis, ils ont besoin de chair à canon. Alors qu'il vient tout juste de fêter ses 80 ans, Dirk Kessler poursuit son enquête sur ses parents et leur rôle dans l'organisation du Lebensborn. Il vient tout juste de découvrir dans les archives fédérales que son père était peut-être aussi impliqué dans les vols d'enfants orchestrés par les nazis dans les territoires occupés. Et voilà pour ce reportage sur le projet Lebensborn, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur France24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.